Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne absolument tous, ce bruit de fond constant dans notre tête, notre dialogue intérieur. Hmm. Notre source, c'est un guide. Reprenez le contrôle de vos pensées. La promesse, c'est de nous aider à sortir de ce manège des pensées négatives. Oui, Notre mission, c'est de comprendre pourquoi notre esprit est si doué pour ça, pour générer de l'inquiétude, et surtout d'explorer des outils concrets pour transformer ce critique intérieur, parfois féroce, en un allié. et ce qui est fascinant, c'est que l'approche du guide, ce n'est pas du tout de déclarer la guerre à nos pensées. Non, pas du tout. L'idée, c'est plutôt de changer la relation qu'on entretient avec elles. Et tout ça, ça repose sur un concept scientifique qui est puissant, la neuroplasticité. D'accord. Il faut voir notre cerveau un peu comme une forêt. Les pensées habituelles, surtout les négatives, ce sont des sentiers larges, bien tracés. C'est presque automatique de les emprunter. On y va sans même y penser. Oui. Exactement. Et créer une nouvelle habitude de pensée, c'est comme défricher un nouveau sentier à la machette. Ça demande un effort. Ça demande un effort conscient au début, c'est difficile. Mais à chaque passage, le chemin devient plus clair, plus facile. Et pendant ce temps, l'ancien sentier, lui, il commence à se recouvrir de végétation, faute d'usage. J'adore cette image. On peut littéralement redessiner la carte de notre esprit. C'est donc un travail de jardinage mental, pas une bataille rangée. Alors, commençons par le début. Pour bien jardiner, il faut connaître son terrain. Qu'est-ce qui se passe exactement là-haut ? Il y a un chiffre dans le guide qui m'a complètement scotché. Imaginez, votre esprit, c'est une immense gare où défilent entre 60 000 et 80 000 trains de pensée chaque jour. C'est énorme. C'est énorme. Et pour beaucoup d'entre nous, une majorité de ces trains sont, disons, des trains fantômes, chargés d'inquiétude, d'autocritique. Oui. De scénarios catastrophes. Voilà. Pas étonnant qu'on se sente souvent épuisé, hein. C'est une excellente métaphore. Et le guide insiste bien sur un point. Ce n'est pas une défaillance personnelle, c'est le réglage par défaut de notre cerveau. Un héritage. Un héritage de nos ancêtres, oui. Leur cerveau était câblé pour la survie, pour détecter la moindre menace. Le coup de rater un tigre dans les buissons, c'était la mort. D'accord. Le coup de voir un tigre là où il n'y en avait pas, c'était juste un peu de stress. Donc le cerveau a choisi l'option la plus sûre, être hyper vigilant. Sauf qu'aujourd'hui, les tigres, c'est un email un peu sec d'un responsable. Ouais, un regard interprété de travers. Précisément, le système d'alarme est le même, mais les menaces ont changé. Et ce système en sur-régime, il a des symptômes très concrets. Le premier, c'est la rumination. Ah, la petite roue du hamster. C'est tout à fait ça. Cette capacité à rejouer en boucle une conversation, une erreur, un échec. Encore et encore. Surtout à 3 heures du matin. Oui, c'est toujours là que ça se passe. Ensuite, il y a la critique intérieure sévère. Cette voix qui a un doctorat pour pointer les erreurs et qui semble incapable de voir les réussites. Mhm. Puis, le guide mentionne un phénomène très parlant, la paralysie décisionnelle. Ah oui, le fait de passer 10 minutes au supermarché pour choisir un yaourt. C'est l'exemple parfait. La peur de faire le mauvais choix, même pour des décisions sans aucune conséquence, devient si grande qu'elle nous immobilise. Et ça mène à quoi tout ça ? Inévitablement à un épuisement mental profond. On se sent vidé, même après une bonne nuit de sommeil, parce que notre esprit, lui, a couru un marathon. Et tout ça s'organise en ce que le guide appelle le cercle vicieux de l'autosabotage. C'est une mécanique implacable. Disons que ça part d'une pensée. Je ne suis pas assez bonne pour cette tâche. Ok, cette pensée, elle déclenche immédiatement une émotion. De l'anxiété, la peur de l'échec. Oui, Et cette anxiété, elle va influencer notre comportement. On va procrastiner, repousser le moment de s'y mettre. forcément, la tâche devient une menace. Exactement. Et en s'y prenant à la dernière minute, le travail est de moins bonne qualité. Et le résultat vient confirmer ? Voilà. Ça valide la pensée de départ. Tu vois, je le savais. Je ne suis vraiment pas assez bon. Le cycle est bouclé. La pensée est devenue une prophétie autoréalisatrice. Et le piège se referme. On est à la fois le juge, le jury et l'accusé dans notre propre tête. Alors, une fois qu'on a compris cette mécanique, comment on commence à la démonter ? La toute première étape, avant même d'essayer de changer quoi que ce soit, c'est d'allumer la lumière. D'accord. C'est le principe de la pleine conscience. Observer ses pensées sans s'y identifier. Le guide utilise une image que j'aime beaucoup, celle des nuages. Mhm. On n'est pas les nuages, on est le ciel qui les regarde passer. Certains jours, le ciel est bleu, d'autres, il est chargé, mais le ciel, lui, il reste immuable. Cette distinction est essentielle. Je ne suis pas une pensée anxieuse, je suis la personne qui observe une pensée anxieuse. Ça crée une distance, un espace. Un espace de liberté.
Et dans ces espaces, on peut commencer à identifier les types de nuages les plus fréquents. Ce que le guide appelle les distorsions cognitives. Des raccourcis que notre cerveau adore. Exactement. Des raccourcis qui déforment la réalité. Oui, et ils sont redoutablement efficaces. La généralisation excessive, par exemple. J'ai raté une recette l'autre jour, et la première pensée qui est venue, c'est « Bouh, je suis nul en cuisine, je rate tout ». Ah oui, classique. Pas juste « j'ai raté ce plat », non, tout. C'est fou comme le cerveau adore les raccourcis dramatiques. C'est exactement ça. Il transforme un incident isolé en une règle universelle sur notre identité. C'est une sorte de protection inefficace, quoi. Un autre, c'est la pensée catastrophique. Le fameux « et si ». Et si je fais une erreur dans ma présentation et qu'on me licencie? Le cerveau adore terminer les histoires, et il les termine souvent de la pire des manières. C'est encore ce biais de survie. Et la lecture de pensée. Ah, ça aussi. On est convaincu de savoir ce que les autres pensent de nous, et c'est rarement flatteur. Mon collègue n'a pas dit bonjour avec entrain, il doit penser que mon travail est médiocre. On se fait tout un film. Un film entier à partir d'un micro-indice. Et il y a aussi le filtrage négatif. Ça, c'est très parlant. 10 retours positifs, une petite critique, et on ne pense qu'à la critique. Pendant des jours. C'est parce que cette critique est perçue comme une menace potentielle à notre statut, à notre sécurité. Notre cerveau la surligne en rouge fluo. Ok. Donc, identifier ces schémas, c'est comme allumer la lumière. On voit enfin les monstres. Mais une fois qu'on les voit, on en fait quoi? C'est la question clé. Et c'est là que le guide devient vraiment un manuel pratique. Il propose des outils, non pas pour chasser les monstres, mais pour leur retirer leur pouvoir. Alors, parlons de cette fameuse boîte à outils. Quelle est la première technique? La plus simple en apparence, et peut-être la plus difficile, l'observation sans jugement. D'accord. C'est l'étape d'après. Quand une pensée négative arrive, l'idée est de l'étiqueter mentalement. Tiens, voilà une pensée de doute, ou ah, le retour de la critique intérieure. Juste ça. Attendez, ça semble presque trop simple. Mon esprit est programmé pour juger. Si je vois une pensée de doute, ma réaction c'est « arrête de douter, c'est stupide ». Comment on casse ce réflexe? C'est la difficulté principale. L'astuce que propose le guide, c'est de remplacer le jugement par de la curiosité. De la curiosité. Oui, au lieu de « arrête de juger », on essaye une approche plus douce. Tiens, c'est intéressant, une pensée de jugement est apparue juste après la pensée de doute. On zoome en arrière, on observe l'observateur. Le but, c'est la pratique, pas la performance. D'accord, je vois, c'est plus subtil. Et l'outil suivant? Un outil plus analytique. Le questionnement socratique. C'est l'art de devenir un détective bienveillant pour ses propres pensées. Ça sonne un peu intimidant. Comment ça marche concrètement? En fait, c'est assez simple. Prenons la pensée « je vais forcément rater cette présentation ». La première question, c'est de nuancer. Est-ce que c'est 100% certain? Y a-t-il ne serait-ce qu'1% de chance que ça se passe bien? Ça fissure la certitude de la pensée négative. Voilà, ça introduit une nuance là où la pensée était en noir et blanc. Après, on peut demander quelles sont les preuves concrètes qui soutiennent cette pensée et celles qui la contredisent. On oublie souvent nos réussites passées. Toujours. Et la question la plus puissante, je trouve, c'est quel conseil est-ce que je donnerais à ma meilleure amie si elle était dans cette situation? C'est tellement vrai. On est bien plus sage pour les autres. Et pour les moments de crise, quand le mental s'emballe? Pour ça, il y a un outil d'urgence, l'ancrage dans le présent, la technique du 5-4-3-2-1. Ah oui? L'idée, c'est de court-circuiter la spirale de pensée en forçant le cerveau à se concentrer sur les sens. Identifier et nommer mentalement 5 choses que l'on peut voir, 4 choses que l'on peut toucher, 3 sons que l'on peut entendre. 2 odeurs que l'on peut sentir et une chose que l'on peut goûter. Ça oblige à sortir de sa tête. C'est un véritable disjoncteur pour la rumination. Le cerveau ne peut pas faire les deux en même temps. C'est une technique de secours très très efficace. Très bien. Et pour un travail plus de fond, pour changer la tendance sur le long terme? Là, on en revient à notre jardinage. Il faut planter de nouvelles graines. Le guide recommande fortement le journal de gratitude. Pour contrebalancer le biais de négativité? Exactement. Chaque soir, notez 3 choses spécifiques de la journée pour lesquelles on ressent de la gratitude. Et la spécificité est la clé, c'est ça? Pas juste ma famille, mais plutôt le fou rire partagé avec ma sœur au téléphone. C'est toute la différence. Plus c'est spécifique, plus l'impact est fort. Au début, ça peut sembler un peu forcé. Mais après quelques semaines, le cerveau commence à changer son filtre par défaut.
Il se met à chercher le positif en journée. Oui, en anticipation de l'exercice du soir. On entraîne notre attention comme un muscle. C'est une reprogrammation en douceur. J'ai vu un dernier outil que j'ai trouvé fascinant, la visualisation positive. Ah, un outil de neuroplasticité par excellence. Le cerveau, il ne fait pas bien la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée de manière très vive. Comme les sportifs de haut niveau. C'est ça. En se visualisant en train de réussir cette fameuse présentation, en imaginant le calme, la clarté de sa voix, les réactions positives, on crée et on renforce les chemins neuronaux de la réussite. C'est une répétition générale mentale. On trace le nouveau sentier avant même d'y être. C'est exactement ça, mais attention. Le guide est très clair sur un point. Tous ces outils, aussi puissants soient-ils, sont inutiles, voire contre-productifs, sans un ingrédient essentiel. L'autocompassion. Absolument. Oui, parce que je m'imagine déjà me dire allez, je n'arrive même pas à faire mon questionnement socratique, je suis vraiment nul. C'est le piège ultime. On peut transformer l'outil en un nouveau bâton pour se frapper. L'autocompassion, c'est le système d'exploitation sur lequel tout ça doit tourner. Le guide a un tableau comparatif très éclairant. D'un côté, le critique intérieur, « tu es stupide d'avoir fait cette erreur ». Et de l'autre, l'allié bienveillant qui dirait ok, j'ai fait une erreur, c'est inconfortable, mais ça arrive. Qu'est-ce que je peux en apprendre? Le fait est le même. L'impact émotionnel est radicalement opposé. C'est la différence entre un dialogue qui paralyse et un dialogue qui fait grandir. Et comment on cultive cet allié? Le guide propose un exercice simple, mais incroyablement profond. L'exercice du meilleur ami. Comment ça fonctionne? La prochaine fois qu'on se critique durement, on s'arrête une seconde. On imagine qu'un ami proche vit exactement la même chose. Et on pense aux mots qu'on utiliserait pour lui parler. On lui parlerait avec gentillesse, avec patience, on lui rappellerait ses forces, on l'encouragerait. Voilà. Et la question qui tue, c'est pourquoi se refuser cette même bienveillance? Pourquoi se parler d'une manière qu'on ne tolérerait jamais de la part de quelqu'un d'autre? C'est une excellente question. Apprendre à se parler comme on parlerait à un ami cher, c'est peut-être la pratique la plus transformative de toutes. Ce qu'on retient de cette exploration, finalement, c'est que reprendre le contrôle n'est pas une lutte de pouvoir. C'est une pratique. Oui. L'art d'observer avec curiosité, de questionner avec intelligence, de s'ancrer et par-dessus tout de se traiter avec bienveillance. C'est vraiment un guide pour devenir le jardinier de son propre esprit. Tout à fait. Le message final, c'est que la transformation durable se construit par de petites actions constantes. La régularité est bien plus importante que l'intensité. L'objectif n'est pas d'avoir un jardin impeccable sans une seule mauvaise herbe. Non, c'est une quête épuisante et vouée à l'échec. L'objectif, c'est d'apprendre à reconnaître les mauvaises herbes, à les arracher doucement, et à planter délibérément les fleurs qu'on veut voir s'épanouir. Et accepter que les rechutes, les jours où les vieilles habitudes reviennent, ce ne sont pas des échecs. Exactement, ça fait partie du chemin. C'est juste une partie du processus de jardinage. Pour conclure, une pensée à emporter. Le guide suggère sagement de ne pas essayer de tout faire en même temps. Non, ce serait une recette pour l'échec. Il conseille d'en choisir un seul, celui qui nous parle le plus en ce moment, et de s'engager à le pratiquer pendant une semaine, juste une semaine. Ce qui soulève une question intéressante pour la réflexion personnelle en fait. Si l'on ne devait choisir qu'une seule technique parmi toutes celles qu'on a explorées, la plus accessible, la plus intrigante, laquelle ce serait-il? Et quel serait le tout premier petit pas, même minuscule, pour commencer à l'intégrer dans sa vie, dès aujourd'hui?